que je te porte pour dunker? J'ai réussi à en mettre un tout à l'heure, tu vois. Je suis trop content que tu sois avec nous, Victor. C'est le premier épisode de ClickX, l'art de la conversation de la saison. Et pour le premier, Super. on est avec le premier Français drafté premier dans l'histoire de la NBA. Ouais. Est-ce que tu as conscience d'être entré dans l'histoire? Ouais, un peu. Ouais. Bah, même avant que ça arrive, c'était. Je savais que c'était une chose sur laquelle j'allais être fier, d'être le premier en tant que Français. Ouais. C'est big. Moi, il y a un truc que j'aime énormément chez toi, c'est ta confiance en ce que tu appelles l'univers. Mhm. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, en fait? Ouais, bien sûr. Après, si je l'exprime comme ça, c'est parce que c'est pour que ça parle à un maximum de gens, mais chacun a ses croyances et tout, et c'est simplement, voilà, c'est pas différent de quelqu'un qui remettrait ça à Dieu. Voilà, c'est simplement une croyance. C'est quoi? C'est une foi? Tu mentalises des trucs, tu les visualises, tu les demandes? Je demande rien, mais j'essaie d'être une bonne personne, et je pense qu'il y a il y a des principes qui sont universels pour être un bon humain, et je pense qu'en les respectant, on est récompensé, c'est tout. Mais à quel moment tu as eu conscience de ça? Bah, en même temps, je vis beaucoup d'expériences particulières, surtout pour un jeune de 19 ans. Donc je grandis différemment d'un jeune normal et tout, et donc j'ai des réflexions différentes aussi, et c'est simplement la maturité qui vient, j'imagine, avec l'expérience, quoi. Ça fait... Quand tu regardes en arrière, j'ai déjà un petit peu d'expérience, tu vois, je commence à accumuler déjà. Est-ce que tu as l'impression d'être comme les autres gens de ton âge? Non, pas du tout, pas du tout. Non, vraiment, j'ai déjà eu l'impression même d'être en décalage, parfois, des fois de me poser et de me dire, même par rapport à mes connaissances, à mes potes de mon âge, je me dis, mais waouh, en fait, je suis totalement en décalage, et des fois même, j'ai des très bons amis, très proches, mais des fois même de me sentir un peu seul dans mon monde, tu vois, parce que il y a personne à qui je peux m'identifier. En même temps, c'est une vraie aventure, et puis c'est une fierté d'être numéro un et d'être précurseur sur certains domaines, mais des fois, je me suis dit, waouh, mais en fait, je suis tout seul, quoi. Comment tu prends cette solitude comme un vecteur de force, en fait? Je me dis que c'est la seule manière dont j'ai envie de vivre ma vie, en fait. Et pour moi, la seule manière d'exister vraiment dans l'univers, tu vois, dans ce monde, sur Terre, c'est d'être original et de vivre des expériences uniques. Comment est-ce qu'on fait quand on vit dans cette bulle solitaire et qu'on fait un sport collectif? Pour moi, c'est clair, le meilleur joueur, c'est celui qui rend meilleur ses coéquipiers. Donc c'est quelque chose que j'essaie d'atteindre. Et puis tous les penseurs et tout sont d'accord sur ça. On n'a pas vraiment vécu tant qu'on n'a pas fait profiter les autres, et tant qu'on n'a pas apporté quelque chose aux autres au final. Je suis pas hyper d'accord avec toi sur cette histoire de joueurs solo, parce que déjà il y a la famille. On voit que ton équipe de base, c'est ton frère, ta sœur, ton père, ta mère. Ce 5 majeur, il est là, en fait. 5 majeurs, c'est vrai. J'avais pas pensé, ça. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr que je suis jamais... j'ai toujours du soutien, ça, c'est sûr. Mais disons qu'en termes de personnalité, de modèle, en même temps, j'en demande pas, mais j'ai personne. On parlait avec un autre joueur de NBA qui est LeBron James, de l'importance de la mère. All the people saw you like the tall guy, the strong guy, but can you tell me how much your mother is stronger? Yeah, I have not always been the strong guy or the tall guy, but I get my strength from my mother. You know, my mother is the strongest woman in the world, and along with other single parents. Dans l'éducation. Toi, ta mère, elle a été coach. C'est quoi les premiers souvenirs de basket avec elle? Ouais, ça remonte, hein. Et tu sais,
Enfin, quand j'étais vraiment petit, je sais pas, 3-4 ans, ma mère, elle coachait des enfants de 3-4 ans. Et donc, même sans vraiment avoir de licence, être inscrit, tu vois, au basket, j'allais à ces entraînements, je m'entraînais et tout. Et je me rappelle, tu sais, quand t'es petit, tu fais un peu n'importe quoi dans le cours. C'est ta mère qui est coach, tu te crois tout permis un peu et tout. Donc j'ai plein de souvenirs comme ça, au Chesnay, d'avoir participé à ces entraînements et tout. D'être un peu relou des fois, je me rappelle. Est-ce qu'il y a des moments où elle était très très dure et tu le comprenais pas forcément? Jamais? Non. C'est surtout pas au niveau basket, j'ai envie de te dire. C'est ça le paradoxe un peu, parce que on le voit beaucoup, franchement, dans le sport de niveau chez les jeunes, on voit énormément des parents qui sont à fond derrière, même des parents qui sont pas qui s'y connaissent pas particulièrement dans le sport, tu vois, mais qui sont à fond derrière leur enfant, qui veulent le pousser à aller en centre de formation, à faire ci, à faire ça. Mais moi, mes parents, ils étaient des sportifs professionnels et ils étaient pas du tout dans ça. Au contraire, ils m'ont laissé vivre, me développer. Puis j'ai fait d'autres sports. Et puis dans tous les sports, c'était pareil. Si j'avais voulu faire quoi que ce soit d'autre, ils m'auraient pas empêché. Il y a quelque chose de plus avec tes parents. En plus du sport, il y a la culture. Ouais. T'as 19 ans. Quand j'avais 19 ans, je manageais un groupe de rap qui s'appelle La Caution. Ouais. Et ton père nous a fait travailler. Il nous a donné une date à l'époque à Elancourt. Sérieux? Ouais. Il le sait? Bah maintenant, il le sait. Ouais. Parce que j'ai vu sa tête dans le documentaire Unique. Ah. Et j'ai dit, mais je connais Bah ouais. cette tête. Mais c'est quoi, hier d'ailleurs, on en parlait. Et il me disait que vous aviez des connaissances en commun et tout, des potes en commun. Ouais, c'est... Bon, il a vécu trop de vie, mon père. C'est un gars du hip-hop. C'est un gars de la culture, en tout cas. Ouais, c'est un gars de la culture, ça c'est sûr. C'est assez ouf. Quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, mais non. Parce qu'il a une certaine taille aussi, ton père, donc on ne peut pas l'oublier. Ouais. C'est ouf. Et ce truc de la culture, il est très important dans ta constitution, en fait. Ouais. Et c'est ce qui rend aussi, quelque part, ton style assez unique. Quand on voit ton amour pour le dessin, la façon dont tu peux analyser un système de jeu, la façon dont tu peux être capable de mentaliser des choses. Est-ce que la culture, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre beaucoup plus aux sportifs de haut niveau? Ou c'est impossible de l'apprendre et c'est une curiosité qu'il faut laisser aller? Je pense que y a forcément une sensibilité qui peut être acquise par l'éducation, mais je pense que c'est assez personnel. C'est assez personnel. Parce que pour moi, la culture, j'y suis sensible, mais ça m'intéresse, mais pas la culture pour la culture, tu vois. C'est vraiment des sujets qui me parlent. Il y a un côté refuge aussi. Ouais. Je pense dans ton besoin d'isolement. Quand on doit être entouré tout le temps comme toi, il y a un moment, c'est un refuge. Ouais. Pour ça, il y a beaucoup de trucs que je fais où, quand je les fais, je pense pas du tout au basket, je pense pas du tout au business. Ouais, c'est ça. C'est la seule raison pour laquelle je les fais. C'est pour ça que quand je lis, c'est jamais des livres d'amélioration personnelle, de développement, c'est que de la fantaisie qui m'emmène dans un monde imaginaire où je peux m'évader, tu vois, 15-30 minutes. Quoi, par exemple? En ce moment, je lis Le Hobbit. Mais je suis tombé dessus par hasard, parce que dans la maison où je suis en ce moment, je suis tombé dessus par hasard et j'avais pas d'autres livres à lire, donc je me suis mis à lire Le Hobbit, en anglais. C'est marrant que le mec, le joueur le plus grand, lise l'histoire du mec le plus petit. Cette histoire de l'anneau unique, est-ce que ça te parle? Ah, bien sûr. L'anneau de la NBA. Ah, j'avais pas vu la méta, là. Mais ouais. Avec la bague. Ouais. The Ring. Ouais, j'avoue. Bien sûr que ça me parle. Après, j'ai jamais... ça fait longtemps, je connais bien l'univers. J'ai vu tous les films, bien sûr, mais c'est la première fois que je lis un livre de Tolkien. Parce que ton histoire, c'est un peu celle d'un shonen aussi. Un shonen, ouais, un peu. Il y a un côté que peuvent avoir des personnages comme Goku, comme Naruto, comme Luffy. Ouais, c'est vrai. Je réfléchis souvent sur la chance que j'ai de vivre ces expériences. Et puis, il y a des scénarios de ouf dans ma vie, quoi, des fois. Et je peux que remercier et dire que je suis chanceux. Est-ce que tu peux me donner une anecdote où tu t'es dit, là, je suis dans un animé, en fait? S'il faut que je te donne une anecdote, je pense que chaque fois que j'ai eu des difficultés et tout, chaque fois que j'ai eu des difficultés, en y réfléchissant, ça m'a servi pour le futur, pour la suite, des fois le futur très proche, etc.
Bon, par exemple, je sais pas, mes débuts en Summer League, par exemple. J'ai fait un match qui était pas ouf, pas dingue, et alors que c'était très attendu pour tout le monde et tout. Et puis moi, j'étais dans un mood vraiment fatigue médiatique et tout. J'étais vraiment à bout après une saison incroyable. Et puis de se dire que ma saison, elle pouvait s'arrêter sur cette note, après tant de grandes émotions. Mais je suis revenu le lendemain et je me suis dit, vas-y, donne tout. Et une dernière fois, ensuite, tu pars en vacances. Mais vraiment, j'étais vraiment fatigué mentalement. Mais ouais, il y en a trop, des trucs comme ça. Donc des fois, tu as besoin d'être dos au mur pour être le meilleur. Ouais. Perso, après, ça se trouve, c'est aussi se convaincre. Ce que je vais te dire, c'est aussi que je me convainc de ça, mais les difficultés, pour moi, c'est seulement une épreuve qui est mise sur notre chemin pour qu'on ait l'occasion de se prouver à soi-même qu'on en vaut la peine, en fait. Tu vois? S'il n'y a pas d'épreuve, mon histoire, je ne l'apprends pas sans les épreuves. Hein, c'est ennuyant. C'est quoi la plus grande épreuve que tu as eu à affronter à ce jour? Je pense que la plus grande... je me suis souvent posé la question. Je pense que la plus grande, c'est celle qui a été là tous les jours depuis presque que je fais du basket, tu vois. Mais c'est celle de rester soi-même et de ne pas avoir peur d'aller contre l'autorité, parfois, l'autorité néfaste. Tu vois, pas l'autorité bienveillante, mais l'autorité un peu qui cherche à m'enfermer. Et ça, c'était un combat vraiment de tous les jours. Ça existe le formatage dans le basket de haut niveau? Comme dans la musique? Ah, c'est quoi? Je suis pas familier avec ça. Je savais pas. Tu sais, dans la musique, par exemple, on va se dire, un tube, il doit faire telle durée, le refrain, il doit arriver là. En ce moment, les gens, ils aiment cette tendance. Ah ouais, d'accord. Est-ce que dans le basket, c'est pareil, par exemple? Ouais, c'est clair. Ah ouais, de ouf. Parce que surtout en Europe, plutôt qu'aux États-Unis. Tu sais pourquoi? Parce qu'en gros, en Europe, les joueurs, ils commencent à jouer en pro. Les top joueurs, je veux dire, qui vont aller en NBA, sûrement, ils commencent à jouer en pro à 15-16 ans. Et quand tu rentres sur le terrain en pro à 15-16 ans, le coach, s'il n'a pas tant de victoires dans le mois qui arrive, il se fait virer. Donc pourquoi il se fatiguerait à mettre un gamin de 15 ans sur le terrain, tu vois? Donc le gamin, il rentre, il va sur le terrain, il veut appliquer à la lettre ce que le coach dit. Il va pas trop sortir des rails, tu sais, il va pas trop tenter de faire des choses. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est ça le combat le plus dur, tous les jours. Parce que quand tu joues en U15, en U18, les coachs, ils se font pas virer comme ça. Mais quand même, ils te sortent, ils te font des remarques, voilà quoi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir surtout des bons coachs dans ma vie, mais il y a toujours cette envie cette compétitivité des coachs de gagner même dès le plus jeune âge et donc en gros de formater les joueurs. Mais si j'avais écouté à chaque fois qu'un coach m'a fait des remarques, je serais pas le Victor que je suis aujourd'hui, ça c'est sûr. J'avais pas cette créativité. Est-ce que désobéir, ça s'apprend? Je sais pas. J'ai pas la réponse. Je pense que ça s'éveille. Je pense que ça peut s'éveiller, mais je sais pas si ça s'apprend. Ton fruit du démon, quoi. Un peu. Mais je sais pas si je l'ai jamais mangé en tout cas, mais je l'ai depuis toujours. En parlant d'épreuves, il y en a une où je te trouve admirable, c'est ta gestion de la lumière. La lumière, ça peut faire péter les plombs à beaucoup de monde. Toi, on a l'impression que c'est quelque chose dans lequel tu es assez confortable parce que tu sais que tu n'appartiens pas à ce monde. On a l'impression que tu te dis tout le temps, je n'appartiens pas à ce monde. Tu sais, je suis pas trop d'accord. Je pense que j'appartiens vraiment à ce monde. Mais justement, être déconnecté de toutes ces futilités, entre guillemets, je pense que c'est le meilleur moyen d'appartenir vraiment à ce monde, quand on se concentre sur les choses vraiment essentielles. Ouais. Parce que tu as des raisons. Ouais, parce que j'ai des raisons. Et je pense que c'est ça le plus important. Avoir une raison de vivre et vraiment être dirigé par... voilà, quoi. Tu vois, être déterminé et tout. La raison pour laquelle moi, ça me fait rien, c'est parce que je sais que c'est que sur mon chemin. C'est pas la finalité du tout. C'est quoi la finalité? Ça, c'est personnel, c'est secret, tu vois. C'est vraiment au fond de moi, mais j'ai des rêves. J'en ai un très gros, mais c'est personnel. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien au monde qui pourra me dévier de mon chemin, tu vois. C'est pour ça que toutes les futilités, même la lumière, l'argent et tout, mais je m'en fous. C'est superficiel.
L'argent, tu t'en fous? Ouais, bien sûr. Moi, après, ce que je vais te dire, c'est souvent... C'est toujours les riches qui disent l'argent, ça sert à rien. C'est toujours les beaux gosses qui disent l'apparence, ça sert à rien, tu vois. C'est ironique. Du coup, j'aime pas trop dire ça, mais moi, j'aime pas du tout l'argent, tu vois. J'aime bien... C'est sûr que c'est agréable d'en posséder et d'en dépenser. Mais le principe, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, le principe de l'argent, c'est malsain quand même. T'as jamais couru après? Jamais. Et tes parents ont fait en sorte que t'aies jamais à courir après? Ouais, ils m'ont eu bien, c'est vrai. Tu les as vus, les sacrifices qu'ils ont fait pour toi? Bah, bien sûr, ouais. Bien sûr. C'est... Puis, mes parents, ils ont fait, en termes d'organisation, et puis jusqu'aujourd'hui, c'est encore pire, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a plus de responsabilités encore. Mais ils ont mis tellement de choses en place, ouais, bien sûr, pour que mes frères et sœurs, on soit bien, et moi, on soit bien. Et puis, il n'y a pas que mes parents, il y a mes grands-parents aussi. Et je pense que toute ma vie, jusqu'à ce que je rentre vraiment en centre de formation, au moins une fois par semaine, il y a ma grand-mère qui m'a emmené à l'entraînement, tu vois. Et puis, quand on était en primaire, avec ma sœur et mon frère, un jour par semaine, on allait toujours dormir chez nos grands-parents, tu vois. Parce que ils étaient prêts à aider et à faire des sacrifices aussi. Est-ce que tu avais conscience petit qu'ils étaient en train de faire des sacrifices? Pas trop. Après, c'est normal, mais j'ai pas forcément conscience. Mais c'est pour ça que quand on grandit, on les remercie, quoi. Et j'ai l'impression que ce qui est incroyable dans ta famille, c'est que la gratitude, elle est mutuelle. C'est-à-dire que tes parents ont également de la gratitude envers toi. Bien sûr. Voilà. Je ne dirai jamais assez comment je suis chanceux de les avoir, quoi. J'aurais pu avoir des parents, mais tellement pires. Et je pense pas que j'aurais pu avoir meilleurs parents, d'ailleurs. Mais ouais, ils sont... Voilà, quoi, c'est juste des parents parfaits. J'ai l'impression qu'il y a une mentale qui t'ont inoculé, qui est, quel que soit le métier que tu aurais pu faire, il aurait fallu que tu sois numéro 1. Ça vient pas d'eux. Ça vient d'où? Eux, c'est... Ce qu'ils m'ont inculqué, c'est plus la liberté de devenir ce que j'ai envie de devenir, tu vois. Peu importe le métier que j'aurais fait, eux, c'est que je sois épanoui qui les intéresse. Mais ça, c'est plus mon mental, ça. Parce que, voilà, comme je t'ai dit, pour moi, le seul moyen d'exister, c'est d'être original et unique. Et vraiment de créer quelque chose de nouveau pour le monde. Et c'est pour ça que le meilleur moyen, c'est d'être précurseur et de tirer... En étant numéro 1, soit tu rabaisses les autres, soit tu tires les autres vers le haut, tu vois. Moi, j'ai l'impression que tu as un plan, tu as déjà prévu ta quarantaine. Souvent, quand les joueurs prennent leur retraite, ils savent pas quoi faire après. Moi, je sais quoi faire. Il y a plein de trucs, j'ai plein de projets, mais il y a un truc qui m'intéresse notamment, c'est l'autosuffisance. Pour moi, c'est pas quelque chose à très long terme que je ferais. Et puis surtout, c'est impossible de le faire pendant ma carrière. Mais en gros, c'est se nourrir soi-même, produire son énergie soi-même peut-être. Mais pour moi, c'est important. C'est parce que c'est important d'être connecté à la réalité. Ça va avec un geste que tu fais souvent dans les grandes épreuves, c'est la méditation. Ouais. Contrôler tes émotions. À chaque fois que tu fais ce geste, c'est que tu mets ta tête dans ton maillot. Ouais, j'aime bien m'isoler comme ça parce que des fois c'est dur, tu vois, mais il suffit de le reconnaître. Tu vois, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin d'être seul, 30 secondes, dans mon t-shirt, je vois plus rien, pour justement se reconnecter à cette réalité et se remotiver. J'ai souvenir d'un match surtout où je n'ai vraiment eu besoin. C'était, tu vois, pendant les playoffs, le dernier match qu'on a joué contre l'Asvel, donc à Lyon, à Villeurbanne. Il faisait combien de degrés dans la salle? 35 degrés, je pense. Il n'y avait pas de clim. 6000 personnes qui sont là, qui crient, qui encouragent l'équipe adverse. Et le match était trop dur. C'était tellement dur. Je me prenais des coups toutes les 5 secondes. Et à la mi-temps, j'ai dû vraiment me reconcentrer sur moi-même et vraiment chercher la motivation au fond de moi parce que c'était un des matchs les plus durs que j'ai fait de ma vie au final. Et on a gagné. Ouais, c'est ça, c'est la problématique. Et il a servi encore une fois, il est dans son game, ça y est. Il a pris le temps. Wembanyama, il a laissé. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit dans des moments comme ça? Quand c'est vraiment dur, c'est vraiment les gens l'amour que les gens me donnent de ma famille et aussi mes raisons profondes, quoi, mes raisons de vivre profondes.
Tu es conscience que maintenant, il y a la jeunesse du monde entier qui peut se reconnaître en toi. Est-ce que c'est un poids qui est compliqué à porter? Dans tes prises de parole, dans tes actes, même dans ton comportement sur le terrain? Alors, c'est sûr que c'est une responsabilité. Mais non, je dirais pas que c'est difficile à porter parce que au final, tout ce que je fais, c'est moi-même, c'est être moi-même. Donc j'ai jamais à m'inquiéter d'avoir un mauvais comportement, de montrer des mauvais signes. Bon, ça m'est arrivé 2-3 fois de dire des trucs de travers. Mais je pense que j'ai jamais fait de grosse erreur jusqu'à maintenant. Et bon, je pense que l'important, c'est de se concentrer sur être une bonne personne. Et le reste, comme ça, j'ai pas besoin de m'inquiéter de ce que je vais dire. Comme ça, on sort tout seul. Moi, t'es d'une génération qui me fascine. Il y a finalement pas tant de décalage que ça avec un Kylian. Je l'avais rencontré quand il avait ton âge, Ok, cool. dans sa salle de classe à Bondy. Et lui, il me parlait de l'importance de la détermination et du travail. Si tu veux quelque chose, il faut travailler. Donc ça, c'est pas seulement les footballeurs qui sont comme ça, c'est dans la vie de tous les jours aussi. Lorsque tu veux quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Parce que la vie n'est pas simple et qu'il n'y a que les travailleurs qui obtiennent ce qu'ils veulent. Ouais. Peu importe où on se trouve dans la hiérarchie, je veux dire, en Euroleague, en NBA ou je sais pas où, il y a toujours quelqu'un qui voudra prendre ta place. Donc, si tu ne veux pas plus que lui, voilà, c'est KO. Comment tu te sens par rapport à un Kylian? Il y a énormément de points communs entre vous. Ouais, j'ai pas de Coupe du Monde. Mais tu vois, tu te rappelles quand je te parlais que c'est un peu solitaire des fois d'avoir de pas avoir de modèle, etc. Bah ça, je le retrouve parfois chez les sportifs, pas forcément, les sportifs avec un grand succès, mais pas seulement les sportifs, les artistes, etc., les chanteurs beaucoup, qui sont un peu dans leur bulle aussi parce que voilà, soit ils sont précurseurs ou enfin voilà, ils vivent une vie extraordinaire et donc j'ai toujours même avant de connaître la personne, j'ai toujours cette affection pour les gens qui vivent un peu une expérience unique. Vous êtes liés par la solitude? Bah un peu, ouais. Je pense. Ouais. Ouais, Après, je sais pas comment ils se sentent, mais... Quand t'es numéro 1, t'es la tête à abattre. Ouais. Comment tu vis ça? Que tout le monde a envie de te faire. Écoute, j'ai évolué, j'ai changé dernièrement, ces dernières années, voire ces derniers mois. Tu vois, avant mon attitude, c'était plus d'être en mode, ouais, vas-y, je m'en fous. Un peu méprisant, tu vois, mais c'était un peu une sorte de protection. Un peu méprisant, ouais, je suis numéro 1, ils veulent m'abattre, de toute façon, c'est qu'ils sont plus bas que moi, tu vois. Mais j'ai changé pour une attitude plus en mode plus défensive encore, parce que au final, c'est une vraie motivation et pas l'exploiter, ça serait bête, tu vois. Maintenant, j'ai changé dans le sens où, ils veulent m'abattre, ok, mais je vais pas me laisser tuer, je vais me battre jusqu'à ce que je meure, et comme si c'était dans la nature et des gens qui veulent me tuer, tu vois. Donc j'ai changé pour cette attitude un peu plus. T'es en mode catch me if you can. Ouais. Et puis surtout, un peu la meilleure défense, c'est l'attaque, quoi. En mode, tu veux me tuer, bah je vais te tuer d'abord, tu verras. Y a qui sur ton Death Note? Non, il n'y a personne. Y a personne? Non, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a des gens dont t'as peur? Des joueurs dont t'as peur? Non. Non, aucun. Mais il y en a beaucoup où je suis vraiment, vraiment excité, vraiment pressé de jouer contre eux, quoi. Avec quel joueur t'as envie de te confronter? J'ai envie de voir comment ça va. J'ai envie de voir comment ça va se passer contre KD. C'est le joueur que j'ai le plus étudié, donc ça va être bizarre. On verra si ça aide vraiment d'avoir étudié un joueur autant que ça pour jouer contre lui. C'est marrant parce que je voulais te recommander un documentaire qui s'appelle Dear Mama, sur l'histoire de Tupac, où ça met en parallèle la mère de Tupac et la vie de Tupac. Okay, my name is Tupac Shakur, and I attend Tamalpais High School, and I'm 17 years old. It was my responsibility to teach Tupac how to survive his reality. Il y a quelque chose que Tupac faisait avant de devenir le grand artiste qu'il a été, c'est qu'il étudiait beaucoup les autres. Ok. Il regardait beaucoup de films, il écoutait beaucoup de musique, il lisait énormément. Et je voulais savoir si dans le sport, c'était pareil, le besoin d'étudier ses pairs, ses contemporains. Enfin, les contemporains et puis même les anciens. C'est vraiment important. Je ne fais pas abondamment, tu vois. Je le fais,
parce que c'est mon métier aussi, comme m'entraîner, tu vois. Mais quand je vais être dans mes moments de loisirs, je vais lire et je vais regarder des choses qui sont pas du basket. Comme je t'ai dit, parce que j'en ai besoin pour m'évader un peu. Mais même lire, des fois, c'est être confronté à de la grandeur, en fait, à de la beauté, à des choses plus fortes que soi. Moi, le besoin d'être confronté à de la créativité, c'est aussi du travail, en fait. Ouais. C'est du travail, même en le faisant de manière un peu passive, c'est déjà du travail parce que au final, t'es confronté à tes pensées, tu te compares avec ce que tu lis et tout. Donc, ouais. Une autre question que je me pose avec ce fameux truc d'être dit comme le numéro 1, ça m'interroge sur ton rapport au présent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand quelqu'un te dit « t'es le futur, t'es le futur, t'es le futur », est-ce que t'as pas envie de dire juste « venez, on se focus sur le maintenant ». Si, de ouf. Surtout que dans le présent, j'essaie déjà de faire le maximum que j'aurais pu faire, quoi. T'en as pas marre des fois? Juste dire « laissez-moi jouer, laissez-moi… » Tu sais quoi, quand j'en ai marre, je ferme mon téléphone. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que dans ma famille, si on discute comme ça, on va pas parler de basket. Hein. Donc, je ferme mon téléphone, je vais pas sur Instagram. Où est-ce que je vais entendre ça? J'allume pas la télé. Je suis dans ma bulle. Mais c'est vrai que dit comme ça, c'est très simple. C'est très simple. Et comment t'as été accueilli par les autres joueurs ici? Franchement, c'est cool. Il y a quoi? Il y a un bizutage, Pas trop. Parce que c'est une équipe assez jeune. Mais je sais que dans les équipes où il y a vraiment des vétérans, c'est le cas, ouais. Mais non, franchement, l'énergie, j'ai kiffé quand je suis arrivé ici. Parce que l'équipe sort d'une saison un peu spéciale, tu vois. Je savais que c'était le cas parce que j'avais déjà parlé un peu avant la draft à soit des gens des Spurs, soit des gens qui sont en contact avec les Spurs. Et je sais que l'équipe avait une énergie de vouloir gagner et tout. Et tout le monde est focus sur le même objectif et ça fait plaisir à voir. Quand tu vois tous les titres qui sont là, il y a un bout d'histoire qui nous contemple. Est-ce que tu as envie d'en amener un? Ouais, bien sûr. Vite ou tu vas prendre ton temps? Écoute, je vais faire le maximum, mais Jordan, il n'a pas gagné pendant ses premières saisons, LeBron non plus. Jokic, il a gagné après 7 ans pour la première fois. Ça ne veut rien dire. Mais le plus vite, ce sera le mieux, bien entendu. Et il y a une légende du basket avec qui tu travailles, qui est Greg Popovich, qui est un entraîneur iconique. Oh, le meilleur. Le meilleur. Raconte-moi ta première conversation avec lui. Alors, je l'ai eu au téléphone même avant la draft. Et écoute, il était vraiment là pour calmer les choses un peu, tu vois. Il m'a dit direct que, si j'avais besoin de me parler, il était là. Mais en tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est jouer au basket, c'est manger ensemble, c'est profiter, c'est s'amuser. Mais c'est pas toute la folie qu'il y avait à l'époque, et puis qui est toujours présente. Et rien qu'en une conversation avec lui, j'ai capté toute l'expérience et le savoir-faire et le calme qu'il avait, quoi. Et dans le travail, qu'est-ce qui change? Pour l'instant, il reste beaucoup en retrait. Il observe beaucoup. Il parle plus en individuel qu'au groupe, mais ça va arriver bientôt, là, quand on va commencer le camp d'entraînement. Mais ce qui change dans le travail, écoute, par rapport à la France, par rapport à ce que je connaissais, il y a un monde de différence. Hein. Mais la plus grande différence, c'est l'implication de chacun, je dirais. Chacun a un rôle. Il n'y a personne n'est là, personne se tourne les pouces, tu vois. Et puis surtout, tout le monde est à fond. Les coachs, ils sont... Je sais plus à qui je le disais l'autre jour, mais tu vois, à l'entraînement, quand quelqu'un tombe, il y a un peu de sueur au sol. Quand une personne tombe, il y a 4 ou 5 coachs qui courent et qui se jettent au sol avec des serviettes pour essuyer, tu vois. Comme ça, en 10 secondes, c'est fait et on peut recommencer à jouer. Il y a quelque chose de différent technologiquement ici, par rapport à l'Europe? Ouais, bien sûr. Il y a une différence de moyens, donc c'est logique. Mais il y a aussi une différence de savoir-faire. Et technologiquement, c'est totalement différent. Nous, tous les entraînements, on a des capteurs sur nos maillots, tu vois, qui donnent toutes les données, toutes les datas d'entraînement, de charge et tout, quoi. T'as accès à ces données? Ouais, bien sûr. En fait, ça a un sens, on s'en sert pour progresser. Ouais.
ces données, elles donnent des constantes et on regarde comment elles évoluent selon la semaine, le développement qu'on a fait en muscu, selon le poids, selon les heures de sommeil, selon plein de trucs. Donc en gros, tout a un sens. Et donc, est-ce que tu as changé ton hygiène de vie par rapport à l'Europe depuis que tu es là? Ouais. Le plus grand changement, c'est par rapport à la constance du sommeil. Avant j'essayais de dormir le maximum, mais disons que j'avais pas autant d'infos sur la manière dont je dormais, ce que je mangeais avant de dormir, ce que je buvais. Et aujourd'hui, j'ai réussi à être vraiment réglé, quoi. J'ai vraiment réglé. Je suis au lit à 20h, 20h30, tous les soirs. Ouais, ça me fait rêver, mais tu sais, je me couche très très tôt aussi. Donc. Ah ouais? Ouais, 21h, 21h30. Ah, c'est bien. Mais moi, je suis gros, donc Moi, je suis grand. Ouais. Donne-moi les clés. C'est quoi justement l'alimentation? C'est quoi tes rendez-vous en fait dans la journée? Après, les clés, je sais pas si je les ai. Les tiennes en tout cas. J'ai 0 points en NBA pour l'instant. Mais perso, il y a tellement de trucs à gérer, quoi, que c'est aussi déléguer les clés. C'est savoir à qui donner quelle tâche, etc. Et c'est pas hésiter. En tout cas, pour moi, c'est pas hésiter à en demander beaucoup. Dans mon cas. Des fois, je demande beaucoup à mes parents, à mon entourage et tout. Mais j'en fais beaucoup aussi, donc des fois, je peux pas tout faire, tu vois. Donc, c'est se renseigner, donner certaines tâches aux bonnes personnes et l'exigence, quoi. La discipline. Et ça ressemble à quoi une journée type? Alors, aujourd'hui, c'est pas une journée type, tu vois. D'habitude, je commence par m'entraîner et ensuite, c'est les interviews et tout. Non, je rigole, mais ça fait longtemps que je fais plus trop d'interviews en ce moment. Mais une journée type, c'est lever 6h30, 6h40. Petit déj et tout. Alors, tu manges quoi? Alors, si tu veux les données vraiment nutritionnelles, il faudrait demander à la diététicienne. Et ensuite, entraînement. L'entraînement commence à 10h en général. Mais moi, je commence à 8h, 7h50, 8h. Par travail individuel sur le terrain un peu. Et je peux venir à 6h, il y aura des coachs. Hein, ici, hein, j'ai même pas besoin de prévenir personne. Hein. Il y aura toujours 3-4 coachs qui seront là pour prendre mes rebonds, pour m'entraîner et tout. Et 8h30, c'est les soins. Et entraînement 10h. Collectif, ça joue. Ensuite, d'autres travail, muscu, cardio, tout ça. Maison, repas, sieste. Pas tous les jours, mais moi, dès que je peux, je reviens à l'entraînement dans l'après-midi. Mais souvent, ils essaient de m'empêcher de revenir, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire attention, ils veulent prendre soin de moi. C'est normal. Mais dès que je peux, dès que je peux, je reviens, quoi. Jusqu'à ce qu'on me dise, Victor, t'as interdiction de revenir formellement ce week-end ou je sais pas quoi. Jusqu'à ce qu'on me dise ça, je reviens forcément. Mais s'il n'y a pas entraînement l'après-midi ou quoi, c'est là que je fais soit des sorties culturelles, soit des activités, soit d'autres choses. Et donc tu dînes à 19h? 18h45, 19h, ouais. Léger? Pas forcément, non. Moi, ça me dérange pas de beaucoup manger avant dormir. À quoi t'as pas le droit le soir? T'as pas le droit de manger quoi? Rien. Ouais. Dessert, t'as le droit? Oui, bien sûr qu'il y a le droit, j'en abuse pas. Après, moi, je sors pas trop de... Au niveau nutrition, j'ai pas un grand besoin de sucreries ou de soda et tout. Tu vois. Par exemple, des sodas, j'en bois jamais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur les sodas. Moi, j'ai mis du temps à décrocher même des sodas light. Ouais. En fait, c'est... Tu vois, quand tu manges un gâteau, il va faire 50 grammes, il y aura 25 grammes de sucre. Un Coca, 33 centilitres, c'est 33 centilitres de sucre. Tu l'absorbes trop vite, quoi. Donc, avec la nutritionniste, là, il y a parle au chef, etc. Et maintenant, je suis obligé d'avoir un chef. Et il me cuisine tout, il me cuisine selon les recommandations. Donc, en gros, c'est incroyable. Ouais. T'as un chef. Ouais, c'est ouf, hein. Waouh. Ouais. Chez toi? Ouais. Tu lui dis, je veux ça, c'est... Dans les bonnes proportions? Ouais. Alors, tout ce qui est technique, c'est avec la nutritionniste. Mais ouais, et moi, j'aime bien quand les chefs ils cuisinent comme ils aiment cuisiner, en suivant les consignes. Mais moi, j'aime pas leur dire fais ci, fais ça. J'aime bien voir leur personnalité vraiment dans leur cuisine.
Mais ouais, c'est trop pratique, un chef. Mais en même temps, je pourrais pas faire sans. Et si demain, ta mère a dit, allez, je fais péter des lasagnes? Vas-y, maman, fonce. Fais-moi une blanquette de veau. Toujours une petite blanquette de veau. Ouais. Voilà. Je sais que c'est bizarre de poser cette question. Pour toi, c'est qui le... J'aime bien cette expression de GOAT. Écoute, je change souvent. Hein. Bon, en ce moment, c'est plus Jordan. Parce que je me dis, au basket, le but, c'est de gagner. Et voilà, il a le plus de titres. Mais attention, on peut dire oui, dans ce cas-là, c'est Bill Russell, le GOAT, il a 11 bagues. Mais je suis pas d'accord parce que faut voir comparativement à l'époque, en fait. C'est gagner 11 bagues. À l'époque, c'était pas pareil qu'en gagner 6 à l'époque de Jordan. C'était pas pareil. Donc, pour moi, dès qu'on fait un débat, il faut voir comparativement à l'époque. Et Jordan, c'est quelqu'un qui a révolutionné l'aspect culturel du basket. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi? Ouais, bien sûr. Voilà, je veux pas être juste un score, mais... Ouais, bien sûr. Bah, on en revient un peu à cette responsabilité vis-à-vis de la jeunesse. C'est que je sais qu'éventuellement, j'aurai une grande influence sur de nombreuses personnes. Donc ouais, c'est le moment de faire passer des messages, même le style, Je pense que du haut de mes 19 ans, j'ai déjà... je pense que j'ai déjà remis en perspective certaines choses sur le basket, notamment chez les jeunes. Il y avait ce fameux slogan « I wanna be like Mike ». Les jeunes qui veulent être comme toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais d'être comme eux. Ouais, parce que moi, je suis comme moi. Mais je leur dirais de vraiment suivre ce que leur cœur leur dit. Parce que, voilà, personne ne va vivre leur vie à leur place. Il faut savoir écouter quand même la sagesse des grandes personnes, mais il faut rejeter l'autorité néfaste. À quel moment tu sais repérer une autorité néfaste? Écoute, c'est dur. C'est dur, c'est au cas par cas. Je me rappelle, un jour, je suis allé faire un tournoi. C'était en Espagne. Et j'avais un coach qui était... Pour lui, c'était... Ouais, mets-toi dans la raquette, tu demandes la balle et tu fais des écrans, quoi. Mais pas une seule fois, je devais avoir la balle et créer un truc de moi-même, quoi. Donc j'ai fait... de toute façon, c'était un tournoi un peu d'exhibition, donc il n'allait pas me sortir comme ça, donc j'ai fait du freestyle. Hein. Et pourtant, il m'a sorti, il me regardait mal et tout. Mais... Tu te sens comme un artiste sur le terrain? Ouais. Enfin, je pense que je me sens comme un artiste, ouais. Parce que j'essaie de créer des nouvelles choses et... Comment dire, je crée grâce à ce qui m'inspire et... Voilà, c'est un peu de la création brute, je sais pas, ça vient du cœur. Ça vient de l'intérieur. Est-ce que l'improvisation, ça fait partie de ton côté artistique? Ouais. Et puis souvent j'ai pris des remarques. Hein. Des fois, j'ai fait des trucs de ouf. Enfin, surtout en grandissant, j'ai fait des trucs de ouf sur le terrain, des trucs qui n'ont aucun sens. Hein. Et puis souvent, ça flopait. Mais quand ça marchait, le coach commence à râler et tout. Il voit que ça rentre. Ok, c'est bon. Elle vient d'où, cette inspiration? Tu le sais? Je sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que si elle a pu se développer, c'est que... Elle a pu grandir, c'est grâce à ce que m'ont donné mes parents, c'est la liberté et tout. T'es le premier Click X de la saison, le deuxième, c'est Francis Cabrel. Ah, marrant. Qui est pour moi... RAV. Hein? RAV avec moi, par contre, mais ouais. Pas tant que ça. C'est un des Français les plus importants de l'histoire. Et t'es déjà pas encore. Important. Et il dit quelque chose de très intéressant, il dit « L'inspiration, c'est une récompense du travail ». Quand lui, par exemple, essaie d'écrire des chansons, une de ses plus grandes chansons, il l'a écrite en 3-4 heures, mais il dit, mais en fait, c'est parce qu'avant ça, il y a des heures et des heures et des heures et des heures d'écriture. Bien sûr. Ouais, je comprends. J'arrive à un peu à voir... Quand tu veux transposer ça au basket, je sais pas, peut-être ça va parler qu'à moi, mais en gros, des fois, tu as des joueurs, ils sautent tellement fort, ils sautent tellement haut qu'une fois qu'ils sont en haut, ils ont 30 secondes, tu as l'impression pour faire ce qu'ils veulent, des moves qu'ils veulent en l'air et tout, et ils improvisent un truc. Mais c'est un peu la récompense du travail d'avant.
Qu'est-ce qui se passe quand t'es en l'air, toi? Écoute, c'est... En défense, pour les contres, c'est vraiment un truc naturel. C'est vraiment un instinct un peu. Et puis sinon, en attaque, c'est... Mais j'ai pas encore trop cette aisance de flotter en l'air, mais quand j'ai beaucoup d'élan et que je vais pour Tomar, ouais, c'est un duel. Les duels aériens, c'est incroyable. Quand tu rentres en contact avec un mec en l'air et que c'est toi ou lui, soit il va te contrer, soit tu vas dunker dessus, c'est intense. You're learning from guys who have professional experience, right? C'est quoi un Tomar? Un Tomar, c'est un dunk. Tu savais pas? Si. Ouais. Mais en fait, dans le documentaire Unique, à un moment, on voit que t'es énervé, tu dis j'ai pas placé de Tomar. Quand tu dunks, enfin, c'est surtout dans mon cas, mais quand je dunk, ça veut dire que j'ai été agressif et que je suis allé vers le panier. Et que je suis pas resté dans la facilité de juste tirer extérieur et fuir un peu, tu vois, pendant tout le match. Donc quand je vais Tomar, quand je vais dunker, ça veut dire que j'ai été impactant à plusieurs niveaux, quoi. À tous les niveaux. T'as une passion pour la construction, Ouais. les Lego. Ouais. Est-ce qu'il y a une analogie entre la construction des Lego et construire un système de jeu, par exemple? Est-ce qu'un match, ça se construit? Un match, ça se construit, ouais. Mais pour le système, je sais pas trop. Après, j'ai pas encore l'expérience des plus grands tacticiens, mais les Lego, je pense pour moi, c'est simplement la matérialisation de ce que j'aime faire, le process, tu vois. De pouvoir visualiser qu'au départ, tu partais avec rien, avec des briques, voilà, sans aucun lien entre elles, et puis que sur plusieurs heures, plusieurs jours, parfois, tu as construit un truc énorme et qui a un sens. Et un match, ça se construit, ouais. Parce qu'un match, il n'est jamais gagné dans le premier quart-temps. Des fois, les actions que tu as eues dans le premier quart-temps, ça aura une influence sur le troisième, et puis sur le quatrième, et puis sur la prolongation. Et puis... Mais ouais, bien sûr qu'un match, ça se construit. T'as démarré avec le Lego Star Wars, Ouais. avec le vaisseau. Moi, je suis toujours sur Lego Star Wars, moi. Ouais. C'est quoi le Lego le plus dingue que t'as fait? Alors, le plus dingue, je pense qu'il n'y a pas trop de compète, c'est une canonnière de la République, ça s'appelle. C'est République Gunship. C'est une grosse pièce. Tu vois, tu connais un peu Star Wars, ouais. Ma préférée, c'est un AT-AT Walker. Mais en gros, je l'ai construit. À l'époque, j'étais tout petit, tu vois, je devais avoir 10 ans. Et, je l'avais construit sur plusieurs semaines avec mon père. Et un jour, et genre c'était peut-être 3 jours que je l'avais construit, il y a un pote à moi qui vient à la maison, qui fait « Waouh, trop stylé tout !» Il monte sur l'étagère, tout, il regarde, et puis il la pousse et elle tombe. Et elle s'explose au sol, devant la porte ouverte, et tout tombe dans les escaliers. Donc en gros, les pièces, elles sont éparpillées partout et je ne l'ai plus jamais construite. Ça a pété, t'as reconstruit? Non, je n'ai pas reconstruit. Ah, voilà. Bon, Star Wars, j'aimerais qu'on en parle. Qu'est-ce qui, toi, Ah, toi, je suis c'est quoi chaud, là. le côté obscur de tout ce game? Le côté obscur de mon point de vue, il y a beaucoup de gens qui l'empruntent. Hein. Après, du coup, je me dis que c'est sûrement subjectif aussi. Mais pour moi, le côté obscur, c'est tout ce qui est... C'est au niveau de tous les choix que tu peux faire le mauvais choix, quoi. Enfin, ce sera jamais mon cas, mais il y a des gars, ils sont... Je sais pas comment ils font la fête tous les soirs pendant la saison NBA, quoi. Ils sortent tous les soirs, ils boivent tous les soirs, et puis ils sont là le lendemain, ils jouent quand même, mais je sais pas, pour moi c'est ça le côté obscur. C'est vraiment... Parce que c'est pas sur ça que perso j'ai envie de profiter. Tu vois, c'est pas sur ça du tout, donc je sais pas, pour moi c'est ça le côté obscur. Se laisser aller, tu vois, comme ça. La peur et la colère mènent au côté obscur aussi. Et la peur et la colère enfouies, je dirais. Comment tu fais pour les éviter, toi? Pour moi, ce qui est important, c'est de parler, tu vois, quand t'as un souci, quand ça va pas et tout, d'avoir quelqu'un à qui on peut parler. Comment je fais pour les éviter? La méditation. Mais je médite pas en me disant... je médite pas sur les choses. Je médite sur les choses qui me poussent vers le haut, sur mes raisons de vivre, pour que mon regard se fixe de nouveau sur l'objectif, quoi. Et me dire, mais ça, c'est les épreuves, mais c'est pas ça qui est important. Donc, concentre-toi. Est-ce que le doute, c'est important quand on veut être un Jedi? Tu veux dire le doute, douter un peu de soi, douter de ses capacités, c'est ça? Ouais. Je pense pas que c'est important, mais je pense que c'est inévitable. Je pense que c'est inévitable. Après, ça dépend pour qui, à quel degré. J'ai jamais eu de crise existentielle, perso, tu vois.
j'espère que je n'en aurai pas. Mais par contre, douter une seconde, des fois, peut-être que ça va être chaud, là. Tu vois, ça arrive. Et puis, je pense que c'est inévitable. Et je pense que la personne à qui ça arrive jamais, soit elle ment, soit elle est bête. Tu vois. Ce qui est super intéressant, c'est sur ton corps, en fait. J'ai plusieurs questions à te poser là-dessus. Revenir au jeune Victor qui avait 12 ans, ou même trouver des vêtements, c'était une galère. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Alors, pour le contexte, je crois que je faisais 2 mètres à 12 ans et demi. Donc, mais je faisais 2 mètres, mais 15 cm d'épaisseur. Donc, donc les habits, c'était vraiment... Ouais, c'est vrai que c'était dur à trouver. Les chaussures et tout. C'était une galère, mais bon, j'ai fait avec. Mes parents m'ont beaucoup aidé, et puis j'étais pas sapé en clodo non plus. Mais même des équipements sportifs. Ouais. T'étais déjà hors norme, en fait. Ouais, bien sûr. Dans le basket, c'était plus simple, parce que disons qu'ils étaient plus habitués à avoir ce genre de profil. Mais en dehors, c'est sûr que c'était galère. Et disons que aujourd'hui, c'est un vrai soulagement, tu vois, d'avoir la possibilité de s'habiller normalement. T'as eu des complexes par rapport à ta taille, déjà? Non. Non? Non, c'est... Parce que au collège, ils peuvent être cruels entre les... Non, j'ai pas eu de complexe. Et c'est ce qui est vraiment... Enfin, en regardant en arrière, c'est surprenant quand même, tu vois Brian, mon coach. À un moment, mon ancien coach, à un moment, il dit que Victor, il s'est jamais regardé dans la glace, tu vois. Quand il a dit ça, je me suis dit, mais c'est réel, en fait. C'est réel. Des fois, enfin, plus trop en ce moment, mais des fois, je marchais dans la rue, puis quelqu'un va dire « Oh, il est grand, tout maintenant », et puis je me dis « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié que j'étais grand, de ouf. » Mais bon, c'est physique, quoi, donc c'est quelque chose qui est... C'est pas... Moi, je suis plus sur le côté mental et spirituel et personnalité, donc... C'est vrai que je me suis jamais regardé dans une glace, en tout cas. Ça fait penser à la phrase de la mère de Kanye. Elle disait à son fils, à Kanye, les géants ne se regardent jamais dans la glace. Elle lui disait ça pour qu'il ait confiance en lui. Est-ce que toi, tes parents t'ont aidé à avoir confiance en toi? Mes parents, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas complexés. Donc s'ils sont décomplexés, donc c'est un bon exemple. Mais bien sûr qu'ils m'ont aidé à avoir confiance en moi. Parce que ils m'ont... je pense que c'est important dans l'éducation d'un enfant de lui faire comprendre qu'il est beau, qu'il est fort, qu'il peut être le meilleur s'il veut. Donc je pense que ouais. Je pense qu'ils m'ont bien valorisé étant tout petit. Et aujourd'hui, par rapport à ton corps, tu fais énormément d'exercices de gainage qui vont, je pense, avec les exercices de respiration, de méditation. Est-ce que tu apprends encore plus à le connaître, ton corps? Est-ce que tu découvres des choses? Ouais. Pour apprendre à connaître son corps, à maîtriser son corps, c'est pas trop le gainage, c'est plus la mobilité, la dextérité et tout. Par exemple, le travail des pieds. L'énorme majorité des gens, ils savent pas bouger, dissocier leurs orteils vraiment et tout. Donc, c'est vraiment dur, c'est vraiment intéressant. Et puis ça aide à connaître son corps vraiment, parce que tu découvres vraiment des zones de ton corps et tu crées des connexions nerveuses en fait entre ton cerveau et tu apprends à mobiliser des parties de ton corps que tu savais pas avant. Donc en fait, il y a une espèce de science quand même. Ouais. Et bien sûr qu'il y a une espèce de science. Mais ici, ils sont calés en sciences. Ouais, c'est ça. Et puis Guillaume aussi, mon prépa physique, tu vois, il est à fond dans ça. Parce que ce qui est dingue avec ton physique, c'est que quand on te voit sur le terrain en vidéo, on a l'impression que tu es très sec. Et quand on est en face de toi, on voit que t'es balèze, quoi. Tu vois? Ouais, après, en même temps, je joue avec des gars énormes sur le terrain. Et puis j'ai pris aussi derrière moi un peu. Mais ouais, c'est sûr que par rapport à une personne normale, les gens ils savent pas que je fais 105 kilos, tu vois, parce que je joue avec des mecs qui en font 100 ou 95, mais avec 20 cm de moins, donc ils ont l'air beaucoup plus gros, c'est sûr. LeBron James dit de toi que t'es un alien. Quand t'as une de tes idoles de jeunesse qui parle de toi, et qui dit ça, comment tu le... Alors déjà, j'adore l'analogie, j'adore l'alien. Ça fait quelque chose. Ça fait plaisir. Mais quand je vois souvent
les joueurs NBA parlaient de moi un peu, j'ai du mal à trop kiffer parce que je me dis que je vais jouer contre eux dans quelques mois. Donc ce sera quand même mon adversaire bientôt. Et quand tu vois des artistes comme Travis Scott, Michael Douglas débarquer, te voir jouer, de quoi vous parlez? Franchement, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, c'est des personnes sur qui j'ai des bons a priori. Même avant de les rencontrer, je vais te dire. Et puis, après leur avoir parlé, c'était que... Travis, tu l'écoutais? Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est que des gens sympas. Comme je t'ai dit, c'est des gens qui vivent des vies extraordinaires. Donc, ils connaissent... ils savent ce que c'est un peu. Moi, je sais pas encore trop ce que c'est. Je viens de naître, je suis bébé. À quel musicien tu t'identifies? Quel musicien m'identifie? J'aime bien Alpha One. D'ailleurs, qu'il y a une rime sur Popovic. Ouais. J'entraîne comme Greg Popovic. Ouais. Je peux t'entraîner, je suis comme Greg Popovic. Faut suivre la cadence quand ça va trop vite. Alpha One parce que la technicité et puis la conscience de chaque move, tu vois. Sur le terrain, j'allais dire. Mais dans les albums entiers, c'est que chaque ligne, elle est calculée. Donc ça j'aime beaucoup. J'ai le cœur sur la main, j'ai le cuir sur les manches. Les mêmes qui empochent, y a trop d'embûches. Voir ton ennemi en poche quand t'es dans le bus, c'est comme... Mais sinon, je sais pas. Les mecs un peu chelous. J'aime bien les mecs un peu chelous. Genre qui? Enfin, ou un peu décalés. Je sais pas, j'aime bien la fève. Nouveau jury, ancien mauvais payeur. Pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Parce qu'il a vraiment son style, il est jeune. Donc ouais, c'est des gars à qui je peux m'identifier. Tu te rends compte qu'on vient de boucler une boucle incroyable, parler de Alpha One avec quelqu'un qui se fait entraîner par Greg Popovic. Ouais. Ah là, c'est bon. De ouf. Je peux t'entraîner, je suis comme Greg Popovic. Ouais. C'est ouf. Est-ce que tu penses qu'une main lave l'autre? Ouais. Tu la comprends, cette philosophie? Ouais, bien sûr. Je pense qu'une main lave l'autre. Je pense qu'elle se joignent pour laver le visage. Ceux qui savent. Ouais. Comme le Zamzam. Ouais. Moi, je connais tout, je crois, sur Alpha One. Pas encore, mais tous les albums et tout, je kiffe. Bon, en tout cas, Alpha, s'il nous regarde, il est le bienvenu dans Click et on attend l'album. Oh, let's go. Ouais. Et bienvenue à San Antonio aussi. Alpha, bienvenue à San Antonio. Ouais. Quand est-ce qu'on aura les Air Wemby? Écoute, pour moi, c'est une question de mois, d'années, voire de mois. Mais malheureusement, ça se fait pas comme ça. Mais t'y penses? Ouais, bien sûr. Et ça fait quoi de se voir dans un jeu vidéo? Je me suis toujours posé la question de pouvoir jouer à soi. Quand t'es dans le dernier NBA 2K. J'ai pas joué encore. Pas encore? J'ai pas encore joué. C'est dur de reproduire à l'identique. Donc, je sais pas. J'ai peur un peu d'être un peu déçu, donc je sais pas, j'attends un peu. Il y a une question qu'on aime poser ici, et je te la pose parce que pour toi, elle a du sens. C'est quoi ta définition d'une clique? Une clique, une famille un peu, je sais pas, un peu décontractée. Je te souhaite de rester décontracté. Merci. Et de ne pas passer du côté obscur. Surtout pas. Je pense que tu donneras pas beaucoup d'interviews à partir du 25 octobre. Wow. C'est sûr. On a eu beaucoup de chance de parler avec toi. Vraiment, je te remercie. Wow. Merci à toi. toute l'équipe. C'était un bonheur d'ouvrir la saison de Click avec toi, Victor. Merci beaucoup. Franchement, c'est une chance d'être sur Click. Enfin, j'en ai vu plein des interviews Click et c'est... Voilà quoi, j'espère que t'as kiffé. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Mais je kiffe encore. Tu veux pas me montrer? Bah si, bien sûr. Ouais. Je sais pas comment Tu veux que je te porte pour dunker? J'ai réussi à en mettre un tout à l'heure, tu vois. Tu veux que je mette un tir ou un dunk? Ah, un dunk? Ouais, si tu veux. Vas-y, attends, vas-y. Prêt? Incroyable. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup.